Le coup de poing s'abattit sur la table en métal, faisant trembler la pièce comme un orage soudain dans les rues de Paris. Espèce de petit PD dégénéré, cracha l'inspecteur Duval, son visage rougeau tordu par un rictus de dégoût, tandis que Jules, 18 ans à peine, se recroquevillait sur sa chaise, les menottes mordant ses poignets fins. Dans l'ombre de la salle d'interrogatoire, sous les néons froids du commissariat du 18e arrondissement, un silence oppressant s'installa, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge qui comptait les secondes comme des battements de cœur affolés. Jules releva la tête, ses yeux verts, habituellement si vifs, maintenant voilés de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Je n'ai rien fait de mal, » murmura-t-il, la voix brisée, mais Duval éclata d'un rire gras, se penchant en avant comme pour avaler l'air même de la pièce. « Rien de mal ? T'es venu parader dans la manif avec tes copains en arc-en-ciel, à crier pour tes droits. Et maintenant, on te chope avec de la cam dans les poches. T'es qu'un gamin qui joue à l'adulte dans un monde qui te bouffe tout cru. » La porte s'ouvrit alors dans un grincement sinistre, et un homme entra au grand, imposant, l'uniforme impeccable du colonel Thomas Leroux soulignant sa silhouette athlétique forgée par des années de discipline militaire. Son regard d'acier balaya la scène, et le monde de Jules bascula en un instant. Thomas s'arrêta net sur le seuil, son cœur cognant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. La pièce puait la sueur et la peur, un mélange âcre qui lui rappelait trop les interrogatoires d'antan, lors de ses missions en Afrique, où les mots pouvaient blesser plus profondément que les balles. Duval se redressa, surpris, essuyant une goutte de salive au coin de sa bouche. « Colonel Leroux ? Qu'est-ce que » Mais Thomas leva une main gantée, un geste sec qui coupa net l'inspecteur comme une lame. Ses yeux, d'un bleu profond comme la Seine au crépuscule, se posèrent sur Jules, ce garçon qu'il avait tenu dans ses bras des nuits entières, sous les draps froissés d'un appartement haussmannien surplombant Montmartre. « Laissez-nous, Duval. » Immédiatement. La voix de Thomas était un grondement bas, chargé d'une autorité qui ne tolérait aucune réplique. L'inspecteur hésita, son ego gonflé comme un ballon prêt à éclater, mais il recula, marmonnant une excuse inaudible avant de claquer la porte derrière lui. Le silence retomba, plus lourd encore, seulement rompu par le souffle saccadé de Jules. Thomas s'approcha lentement, ses bottes claquant sur le sol en linoléum usé, et s'agenouilla devant la chaise, ses mains qui avaient caressé tant de fois la peau douce de Jules effleurant les menottes. « Mon amour » chuchota-t-il, la voix rauque d'émotion contenue, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Jules leva les yeux, et ce qu'il vit dans le regard de Thomas le brisa un peu plus, de la douleur, pure et nue, comme si le colonel, cet homme de fer forgé par l'armée française, se dénudait devant lui pour la première fois. « Ils m'ont chopé à la manif, Thomas. Pour les droits des gays, tu sais, celle contre la loi sur la famille. J'avais rien, je te jure, juste un joint pour calmer les nerfs après notre dispute. » Les mots se bousculaient, chargés de reproches voilés. Leur dernière nuit ensemble avait été un ouragan. Thomas, terrifié par les ragots au régiment, avait repoussé Jules, criant que leur amour était une faiblesse, un scandale qui ruinerait sa carrière. « Et toi, t'étais où ? À parader en uniforme, à faire semblant que tout va bien ?» Thomas ferma les yeux un instant, le poids de ses 40 ans pesant sur ses épaules larges. Il se rappelait leur rencontre, 3 ans plus tôt, lors d'une soirée pluvieuse dans un bar gay caché derrière les halles. Jules, alors un adolescent de 15 ans fuyant un père homophobe et une mère indifférente, avait dansé sous les lumières stroboscopiques, son corps mince se mouvant avec une grâce insolente qui avait captivé Thomas dès le premier regard. Le colonel, en permission après une mission en Centrafrique, avait bu trop de whisky pour oser s'approcher. « T'es trop jeune pour moi, gamin », avait-il dit, mais ses yeux trahissaient déjà le désir. Et ce soir-là, sous la pluie battante, ils s'étaient embrassés pour la première fois, rue de Rivoli, les klaxons des voitures comme un cœur approbateur. Maintenant, dans cette salle froide, Thomas défie les menottes d'un geste habile, ses doigts tremblants trahissant l'homme d'acier. « Je suis désolé, Jules. J'ai merdé. Encore. » Il attira le garçon contre lui, ignorant les caméras de surveillance qui clignotaient dans un coin. Le corps de Jules se détendit légèrement, sa tête nichée contre l'épaule musclée de Thomas, inhalant l'odeur familière de cuir et de tabac froid. Mais la tendresse fut brève, des pas lourds résonnèrent dans le couloir, et Duval revint, flanqué de 2 agents en civil. « Colonel, avec tout le respect, ce gosse est suspecté de trafic. Vous ne pouvez pas. » Thomas se releva d'un bond, sa stature imposante emplissant la pièce comme une tempête. « Suspecté ? Par qui ? Vos preuves sont bidons, Duval, et vous le savez. J'ai vu les rapports, un joint, une manif pacifique.
c'est du harcèlement pur et simple. Sa voix tonna, écho d'années de commandement, et les agents reculèrent. Duval, piqué au vif, cracha, « Et vous, colonel? Qu'est-ce que vous foutez là, à jouer les avocats pour un PD? C'est pas votre genre, ça. » À moins que, le sous-entendu plana, venimeux, et Thomas sentit une rage froide monter en lui. Il s'avança, poing serré, mais Jules posa une main sur son bras. « Laisse, Thomas. Il vaut pas la peine. » Cette nuit-là, après avoir signé les papiers de libération, Thomas avait usé de ses relations au ministère de l'Intérieur pour étouffer l'affaire. Ils rentrèrent chez Thomas, un appartement modeste près des Invalides, meublé de souvenirs militaires, médailles accrochées au mur, photos jaunies de camarades tombés au champ d'honneur. Jules s'effondra sur le lit, épuisé, tandis que Thomas versait 2 verres de cognac, les mains encore tremblantes. « Je t'aime, Jules. Plus que tout. Mais ce monde il nous bouffe vivants. » Il s'assit au bord du matelas, caressant les cheveux ébouriffés du garçon. Jules se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. « Alors pourquoi tu me repousses à chaque fois? » « Parce que je suis un adolescent gay. Parce que ton uniforme te définit plus que moi. » Les mots blessèrent Thomas comme une balle logée dans la chair. Il revoyait son propre passé, élevé dans une ferme normande par un père veuf, sévère et bourru, qu'il avait surpris un jour avec un camarade d'école et l'avait battu jusqu'au sang. « Les hommes comme toi finissent mal, fiston. » Ces paroles avaient hanté Thomas, le poussant dans l'armée, où la discipline étouffait les désirs. Jusqu'à Jules, ce rayon de soleil rebelle, qui avait fissuré sa carapace. Leur première nuit d'amour avait été un feu d'artifice, sous les toits de Paris, avec la tour Eiffel scintillant au loin. Ils s'étaient donné l'un à l'autre avec une urgence désespérée, les corps entrelacés comme pour défier le monde entier. Pourtant, la peur persistait. Thomas but une gorgée de cognac, le liquide brûlant descendant comme un remède amer. « J'ai peur de te perdre, Jules. Peur que Duval et les siens te brisent. Peur que mon rang ne serve à rien contre la haine. » Jules se redressa, son torse nu marqué par une cicatrice fine au souvenir d'une chute lors d'une rixe homophobe l'année précédente. « Et si on fuyait? Pas loin, juste à la campagne. Oublie ton colonel, je oublie mes manifs. Juste nous. » Thomas sourit faiblement, mais au fond de lui, un doute grandissait, pouvait-il vraiment abandonner tout ça? Les jours suivants furent un tourbillon de tendresse fragile. Il marchait main dans la main le soir, le long de la Seine, ignorant les regards obliques des passants. Thomas emmenait Jules dans des cafés discrets du Marais, où il parlait d'avenir, un avenir impossible, peut-être, mais rêvé avec ferveur. Jules, étudiant en art à la Sorbonne, esquissait des portraits de Thomas, l'homme en uniforme, fier et vulnérable, l'amant nu, offert sous la lune. « T'es mon héros, murmurait-il, et Thomas rougissait comme un adolescent. Mais l'ombre de Duval planait. L'inspecteur, rancunier, fouillait dans le passé de Jules, déterrant des rumeurs. Le père de Jules, un ancien militaire déchu, avait juré vengeance contre ces PD qui corrompent la jeunesse. Un soir, alors que Thomas était en réunion au QG, Duval débarqua chez Jules, un mandat bidon à la main. « Ton colonel peut pas te sauver éternellement, morveux. » Il le traîna au commissariat, sous prétexte d'un vol mineur ou une accusation fabriquée pour le piéger. Lorsque Thomas apprit la nouvelle, tard dans la nuit, son sang ne fit qu'un tour. Il sauta dans sa voiture, fonçant à travers les rues luisantes de pluie, les essuie-glaces battant comme son pouls affolé. Arrivé au commissariat, il déboula dans le couloir, renversant presque un planton. « Où est-il » hurla-t-il à la réception. On le dirigea vers la salle d'interrogatoire numéro 3, et ce qu'il vit à travers le miroir Santin le glaça. Duval, penché sur Jules, le menaçant d'un doigt accusateur, ricanant comme un hyène. « T'as couché avec combien de mecs pour te faire un nom, hein? Ton colonel inclus ?» Thomas enfonça la porte d'un coup d'épaule, son uniforme débraillé par la course. « Assez » tonna-t-il, et Duval pivota, surpris. Jules, les lèvres tuméfiées par une gifle récente, leva des yeux implorants. La pièce sembla rétrécir, l'air chargé d'électricité. Thomas s'interposa, protégeant Jules de son corps. « Duval, vous êtes fini. Je vais personnellement m'assurer que votre badge vole au pelote. » L'inspecteur blêmit, mais contre-attaqua. « Et vous, colonel? Si j'ouvre ma gueule sur votre petite idylle, c'est votre carrière qui saute. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas sentit le regard de Jules sur lui, un mélange de peur et d'espoir. C'était le moment de vérité, trahir leur amour pour sauver sa peau, ou tout risquer? Lentement,
Thomas ôta son képi, le posant sur la table comme un symbole de reddition. Allez-y, Duval. Parlez. Mais sachez que je ne reculerai pas. Cet homme est ma vie. Les mots sortirent, libérés comme un poids mort, et Jules étouffa un sanglot de soulagement. Duval, pris au dépourvu, balbutia une retraite, mais le mal était fait. Les ragots enflèrent au régiment, le colonel Leroux, le héros intouchable, amoureux d'un gamin gai. Thomas fut convoqué par ses supérieurs, interrogé comme un criminel. C'est une faiblesse, Leroux. L'armée n'a pas de place pour ça. Mais dans ses yeux, Thomas vit non du dégoût, mais une pitié humaine, un rappel que même les forteresses tombent. Jules, libéré à nouveau, attendit Thomas sur le perron du commissariat, la pluie ruisselant sur son visage comme des larmes. Ils s'enlacèrent sous l'averse, indifférents aux passants. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Jules, la voix tremblante. Thomas l'embrassa, un baiser salé par la pluie et les regrets. « On se bat. Ensemble. » Les semaines qui suivirent furent un kaléidoscope de chaos et de passion. Thomas, suspendu de ses fonctions en attendant une enquête interne, se retrouva pour la première fois de sa vie sans l'uniforme qui le définissait. Il errait dans l'appartement comme un lion en cage, consultant des avocats, harcelant les bureaux du ministère pour laver son nom. Jules, de son côté, reprenait ses cours à la Sorbonne, mais les murmures le suivaient, le petit ami du colonel scandaleux. Il rentrait chaque soir, épuisé, pour trouver Thomas penché sur des dossiers, les traits tirés par l'insomnie. Une nuit, alors que la lune filtrait à travers les volets mi-clos, Jules s'approcha de Thomas par derrière, posant ses mains sur ses épaules noueuses. « Arrête de te battre seul, mon amour. Laisse-moi t'aider. » Thomas se tourna, ses yeux cernés trahissant une vulnérabilité qu'il haïssait. Il attira Jules sur ses genoux, leurs corps s'emboîtant comme des pièces d'un puzzle longtemps séparées. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser lent, explorateur, qui effaça pour un instant les ombres du monde extérieur. Les mains de Thomas glissèrent sous le t-shirt de Jules, caressant la peau chaude, tandis que le garçon gémissait doucement, ses doigts s'enfouissant dans les cheveux poivre et sel de son amant. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence nouvelle, comme si chaque caresse pouvait conjurer le destin. Thomas, d'ordinaire si contrôlé, se laissa aller, murmurant des mots d'amour en français ancien, appris dans les livres jaunis de sa grand-mère, « Mon cœur, tu es ma lumière dans l'abîme ». Jules, plus jeune, plus fougueux, répondait par des mouvements fluides, son corps arqué comme un arc tendu. Après, allongés dans les draps emmêlés, ils parlèrent jusqu'à l'aube. « Je veux qu'on parte, Thomas. Pas fuir, mais recommencer. À Lyon, ou en Provence. Quelque part où ton passé ne nous hante pas. » Thomas hésita, son esprit militaire luttant contre le rêve. Il revoyait son père, ce fantôme normand aux mains calleuses, qui lui avait appris que l'amour était une faiblesse. Mais Jules n'était pas une faiblesse, il était la force qui manquait à Thomas pour affronter le monde. « D'accord » murmura-t-il enfin, scellant le pacte d'un baiser sur le front de Jules. « Mais d'abord, je dois régler ça. Pour nous. » Le lendemain, Thomas se rendit au commissariat, non comme un accusé, mais comme un justicier. Duval l'attendait dans son bureau, un cigare allumé entre les doigts, un sourire suffisant aux lèvres. « Alors, colonel, prêt à supplier ?» Thomas s'assit sans y être invité, son regard d'acier perçant l'inspecteur. « Non, Duval. Prêt à vous enterrer. J'ai des preuves, vos connexions avec le père de Jules. Vous avez fabriqué ces accusations pour une vendetta personnelle. Homophobie pure, et corruption en prime. » Duval pâlit, écrasant son cigare dans le cendrier. « Vous bluffez. » Mais Thomas sortit une enveloppe Kraft, la posant sur le bureau. À l'intérieur, copie de documents, témoignages de collègues lassés des brimades de Duval. L'inspecteur tenta de contre-attaquer, évoquant des rumeurs sur la liaison de Thomas, mais le colonel le coupa. « Allez-y, parlez. Je suis déjà out. Et vous finirez en tôle. » Duval se leva, tremblant de rage, et quitta la pièce en claquant la porte. Ce fut la première victoire, mais pas la dernière. Pourtant, le vrai conflit couvait ailleurs. Le père de Jules, un certain Henri Moreau, ancien sergent reconverti en vigile aigri, apprit le scandale par la presse people où un torchon à sensation avait titré « Le colonel et le jouet, amour interdit sous l'uniforme ». Henri débarqua à Paris un après-midi pluvieux, tambourinant à la porte de l'appartement comme un possédé. Jules ouvrit, et le visage buriné de son père apparut, marqué par la haine et l'alcool. « Espèce de honte ambulante.
Tu salis le nom Moreau avec tes caprices de PD. Jules recula, le cœur battant, mais Thomas surgit du salon, imposant en chemise civile. Monsieur Moreau, partez. Votre fils est un homme libre. Henri ricana, poussant Jules contre le mur d'une main rude. Libre? Il est à moi, ce gosse. Je l'ai élevé, je l'ai protégé de types comme vous. La bagarre éclata en un clin d'œil, Thomas s'interposa, repoussant Henri d'un coup d'épaule, tandis que Jules hurlait, laisse-le, papa. C'est fini, ton monde pourri. La police intervint, alertée par les voisins. Henri fut emmené, menotté et vociférant des insultes homophobes qui résonnèrent dans l'immeuble comme un glas. Jules s'effondra en sanglots dans les bras de Thomas, le corps secoué de spasmes. Il me déteste, Thomas. Depuis que je lui ai dit, à 16 ans. Il m'a jeté dehors comme un chien. Thomas le berça, murmurant des promesses, plus jamais. Je suis ta famille maintenant. Cette confrontation réveilla en Thomas un feu longtemps couvé. Il décida de témoigner publiquement, lors d'une conférence de presse organisée par une association LGBT. Devant les flashs des journalistes, dans une salle bondée du centre LGBT de Paris, il prit le micro, la voix ferme, « Je suis colonel dans l'armée française, et je suis gay. J'aime un homme exceptionnel, Jules Moreau, et je refuse de me cacher plus longtemps. La haine, comme celle de Duval ou du père de Jules, n'a pas sa place dans notre République. » Les applaudissements éclatèrent, mais aussi les sifflets. Le pays était divisé, entre progrès et conservatisme enraciné. Jules, assis au premier rang, sentit son cœur gonfler de fierté et de terreur. Après la conférence, ils fuirent les caméras dans un taxi, direction une auberge isolée en Normandie, près de la mer. Là, sous un ciel d'ardoise, ils marchèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid. « T'as été incroyable, » dit Jules, en levant Thomas par la taille. Le colonel sourit, mais une ombre passa dans ses yeux. « Et si ça me coûte tout ? Ma pension, mes amis ?» Jules l'embrassa pour le faire taire. « Alors on recommencera à zéro. Toi et moi, c'est tout ce qui compte. » Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Duval, acculé, contre-attaqua par la trahison la plus vile, il contacta un journaliste véreux, révélant des détails intimes sur leur relation ou des photos volées, des nuits d'amour décrites avec une crudité obscène. Le scandale explosa, le colonel pervers, détail choc sur son amant adolescent. Paris bruissait de ragots, et même au régiment, les murmures se transformèrent en hostilité ouverte. Thomas reçut une lettre de mutation, exil en Guyane, loin de tout, punition déguisée. Jules, dévasté, confronta Thomas un soir, dans leur appartement devenu prison. « C'est fini, hein ? Tu vas partir, et me laisser ici comme un souvenir embarrassant. » Thomas, les poings serrés, secoua la tête. « Jamais. Je démissionne. On part ensemble. » Mais les mots sonnaient creux, la trahison de Duval avait planté une graine de doute. Était-ce vraiment Duval, ou Thomas lui-même qui craignait d'être vu faible? Le point de non-retour survint lors d'une manifestation massive pour les droits LGBT, place de la Bastille. Jules, en première ligne, brandissait une pancarte « Amour sans frontières ». Thomas, incognito dans la foule, le vit soudain cerné par une horde de contre-manifestants, menée par Henri, le père de Jules, recruté par Duval pour semer le chaos. « Mort au PD » hurlait-il, et une bouteille vola, heurtant Jules à l'épaule. Il tomba, le sang coulant d'une entaille superficielle. Thomas chargea comme un taureau, dispersant les agresseurs de ses poings experts. Il souleva Jules dans ses bras, courant vers une ambulance, ignorant les sirènes et les flashs. À l'hôpital, alors que les médecins pansaient la plaie, Jules murmura « Sauve-toi, Thomas. Ils te tueront pour moi. » Mais le colonel, les yeux humides, répondit « Jamais sans toi. » L'hôpital Necker, avec ses couloirs stériles et ses murmures apaisants, devint leur refuge temporaire. Jules, alité avec un bandage autour de l'épaule, observait Thomas faire les 100 pas, son téléphone greffé à l'oreille comme une chaîne. Appel aux avocats, aux alliés politiques, aux amis restants au régiment. « Ils veulent ma peau, Jules », avoua-t-il enfin, s'asseyant au bord du lit, la tête entre les mains. « Le ministre de la Défense m'a convoqué demain. Fin de carrière, probable. » Jules tendit la main, effleurant la joue mal rasée de Thomas. « Et alors ? T'as donné assez à ce pays. Donne-nous une chance, à nous. » Le colonel leva les yeux, et dans ce regard, Jules vit l'homme qu'il aimait, pas le héros en uniforme, mais l'âme blessée, cherchant la rédemption.
Ils s'embrassèrent doucement, un baiser chaste teinté de sel, larmes ou sueur, peu importait. Cette nuit-là, Thomas dormit sur le fauteuil inconfortable, veillant sur Jules comme un sentinelle, tandis que dehors, Paris bruissait sous une pluie fine, lavant les péchés de la ville. Le lendemain, l'audience au ministère fut un tribunal de l'absurde. Assis dans un bureau lambrissé, face à un panel de généraux aux faces de pierre, Thomas raconta tout, sa relation avec Jules, les brimades de Duval, la trahison familiale. « Messieurs, je suis un soldat. J'ai servi la France avec honneur. Mon orientation sexuelle ne change rien à cela. Au contraire, elle me rend plus fort. Un général, un vieux barbu aux médailles cliquetantes, tout ça dans son poing. Leroux, vous êtes un exemple compliqué. Nous ne pouvons tolérer le scandale. Mais votre dossier est impeccable. Démission honorable, et une recommandation pour le privé. » Thomas sortit de là, le cœur plus léger, mais marqué. Dans la rue, sous un soleil timide, il appela Jules, « C'est fini. On est libre. » Le garçon, sorti de l'hôpital contre avis médical, l'attendait sur un banc des Tuileries, un bouquet de roses rouges à la main, un symbole de leur passion, et de ses épines. Ils marchèrent jusqu'à la Seine, jetant des cailloux dans l'eau comme des vœux. « Où on va » demanda Jules, la tête sur l'épaule de Thomas. « Provence » répondit le colonel. « Une maison près d'Aix, avec un jardin pour tes dessins. » Mais la liberté a un prix. Duval, viré pour faute lourde, ne s'avoua pas vaincu. Dans un bar miteux du XIIIe, il complota avec Henri Moreau, noyé dans la bière et la rancune. Ce colonel l'a perverti, grogna Henri, les veines saillantes au cou. Faut les séparer. Pour de bon. Duval, les yeux injectés de sang, esquissa un plan tordu, un faux témoignage, accusant Thomas d'abus sur mineur. Jules avait 18 ans maintenant, mais les dates pouvaient être truquées. Une nuit, ils enlevèrent Jules lors d'une promenade solitaire, le traînant dans une planque abandonnée près de la Marne. Quand Thomas apprit la disparition, le monde s'effondra. Il fouilla Paris comme un damné, interrogeant informateurs, harcelant la police. Son instinct militaire prit le relais, traces de pneus, un mégot de Duval trouvé sur le trottoir. Il débarqua à la planque au crépuscule, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, l'horreur, Jules ligoté à une chaise, le visage tuméfié, Henri le houspillant d'une voix éraillée. « Réveille-toi, fiston. Reviens à la raison. » Duval, un couteau à la main, ricana, « Bienvenue à la fête, colonel. Un pas de plus, et je le saigne. » Thomas s'arrêta, les mains levées, son esprit calculant comme au combat. « Laissez-le partir. C'est moi que vous voulez. » Henri s'approcha, le regard fou. « Toi? T'as volé mon fils. » Il lança un coup de poing, mais Thomas l'esquiva, désarmant Duval d'un mouvement fluide. La lutte fut brève et brutale, coups échangés, meubles renversés, cris étouffés. Thomas neutralisa les deux hommes, les ligotant avec des câbles trouvés sur place, avant de libérer Jules. Le garçon se jeta dans ses bras, tremblant. J'ai cru que c'était fini. La police arriva, alertée par un appel anonyme de Thomas. Duval et Henri furent arrêtés pour enlèvement et agression. Dans la voiture qui les ramenait, Jules serra la main de Thomas. « Merci. Pour tout. » Le colonel embrassa ses doigts. « C'est nous, contre le monde. » Pourtant, cette épreuve révéla les fissures. Jules, traumatisé, commença à douter, et si on n'était pas fait pour ça? La haine nous suit partout. Thomas, hanté par les images de la planque, buvait plus, ses nuits agitées de cauchemars. Leur amour, jadis un feu ardent, vacillait comme une bougie dans le vent. Une dispute éclata un soir, après un dîner tendu. « Tu regrettes, hein » lança Jules, les larmes aux yeux. « Regretter de t'aimer? Jamais. Mais j'ai peur de te détruire. » Thomas s'approcha, mais Jules recula. « Peut-être que c'est déjà fait. » Les jours suivants furent un purgatoire silencieux. Thomas s'immergea dans la recherche d'une maison en Provence, envoyant des liens à Jules, qui répondait par monosyllabes. Une lettre arriva pour Thomas, une offre d'emploi comme consultant en sécurité à Marseille, près d'Aix. Il la montra à Jules lors d'un dîner forcé dans un bistrot du quartier latin. « Regarde, mon amour. Un nouveau départ. » Jules hocha la tête, mais ses yeux étaient lointains. « Et si on essayait de guérir d'abord? Séparément ?» Le mot « séparément » frappa Thomas comme un poignard. Il revoyait leur première dispute,
3 ans plus tôt, quand Jules avait surpris Thomas en train de cacher une photo d'eux. « T'as honte, avoue » avait crié le garçon. Et Thomas avait nié, mais la graine du doute était plantée. Maintenant, elle germait en un poison lent. « Ne fais pas ça, Jules. On s'en sort ensemble. » Mais le garçon secoua la tête. « J'ai besoin de temps. Pour me retrouver, sans ton ombre héroïque. » Thomas accepta, le cœur en miettes, et Jules partit chez un ami, un étudiant en théâtre du Marais. Les nuits devinrent un vide hurlant pour Thomas, il errait dans l'appartement, touchant les traces de Jules, un dessin inachevé, un pull oublié. Il écrivit des lettres, non envoyées, « Tu es ma France, mon horizon. Sans toi, je suis perdu. » Au lieu de cela, il se plongea dans le travail, acceptant l'offre à Marseille, déménageant seul dans une villa isolée, entouré d'oliviers tordus par le Mistral. Jules, à Paris, tenta de reconstruire, thérapie, manif, nuit dans des clubs où les corps anonymes apaisaient la solitude. Mais chaque battement de cœur criait le nom de Thomas. Un mois passa, puis 2. Une carte postale arriva de Provence, une vue sur les Calanques, avec un mot, « Le soleil se lève sans toi. Reviens. » Jules la serra contre sa poitrine, pleurant pour la première fois depuis l'enlèvement. Le destin intervint sous forme d'une lettre officielle, réhabilitation complète pour Thomas, médaille pour service rendu à la cause de l'égalité. La presse, repentante, titra le héros oublié, Thomas Leroux, symbole gay. Il fut invité à une gala à Paris, pour les droits LGBT. Thomas hésita, puis envoya un billet à Jules, « Viens. Si tu veux. Sinon, je comprendrai. » La nuit du gala, au Zénith, sous des lumières arc-en-ciel, Thomas monta sur scène, seul. Son discours fut un cri du cœur, « L'amour n'est pas un crime. Il est notre salut. À Jules, où qu'il soit, je t'attends. » La foule applaudit, mais Thomas scana les rangs, le cœur suspendu. Puis, au pied de la scène, une silhouette émergea, Jules, les yeux brillants, un sourire timide. Il grimpa, et ils s'enlacèrent sous les flashs, un baiser qui scella leur pardon. Le baiser au Zénith fut un raz-de-marée, flashs crépitant comme des feux d'artifice, applaudissements roulant comme un tonnerre bienveillant. Thomas et Jules, enlacés sur scène, sentirent pour la première fois que le monde, ou du moins une partie de lui, les acceptait. Mais en coulisses, la réalité reprit ses droits, journalistes avides, félicitations mielleuses masquant des curiosités voyeuristes. « Colonel, comment gérez-vous la différence d'âge » demanda une reporter, micro tendu comme une arme. Thomas, la main serrée dans celle de Jules, répondit d'un ton sec, comme n'importe quel couple, avec amour et respect. Prochaine question. Ils fuirent le gala par une sortie dérobée, riant nerveusement dans la nuit parisienne, l'air chargé d'ozone après un orage passé. Un taxi les déposa chez l'ami de Jules, un loft bohème rempli de toiles inachevées et de vinyles rayés. Là, seuls enfin, ils se déshabillèrent lentement, redécouvrant leur corps comme des territoires oubliés. Les mains de Thomas, calleuses d'années de maniement d'armes, tracèrent des chemins de feu sur la peau de Jules, qui arqua le dos, gémissant des mots incohérents. « Je t'ai manqué » murmura Thomas, ses lèvres contre le creux de l'épaule du garçon. « Plus que l'air » répondit Jules, ses doigts s'enfonçant dans le dos musclé de son amant. Cette nuit-là, leur amour fut une renaissance, lent, profond, chargé de promesses murmurées dans l'obscurité. Au matin, enlacés sous les couvertures, ils parlèrent d'avenir concret. « Marseille » dit Thomas. « La villa est prête. Jardin, piscine, et une chambre pour ton atelier. » Jules hésita, son passé encore frais comme une plaie. « Et ton exil ? Tu seras heureux, loin de l'action ?» Thomas rit doucement, un son rare et précieux. L'action, c'était toi. Le reste n'était que bruit. Le déménagement fut un rituel de libération. Ils chargèrent une camionnette de carton au livre de Thomas sur l'histoire militaire, toile de Jules aux couleurs vives, laissant derrière eux Paris et ses fantômes. La route vers le sud fut un poème en mouvement, arrêt dans des villages perchés, pique-nique sous les platanes, nuit dans des motels où l'amour les consumait comme une fièvre. À Aix-en-Provence, la villa les attendait, pierre ocre chauffée par le soleil, vue sur les collines violettes au crépuscule. Jules s'installa dans l'atelier, pinceau en main, peignant Thomas en Hercule moderne, vulnérable et triomphant. Thomas, employé par une firme de sécurité privée, voyageait parfois aux missions discrètes en Corse ou en Italie, mais rentrait toujours avant le coucher du soleil, pour trouver Jules nu dans le jardin, lisant Baudelaire à voix haute. Leur routine devint une symphonie, dîner aux chandelles avec du rosé local, promenade main dans la main sur les marchés provençaux,
où les regards curieux se faisaient rares, remplacés par des sourires complices. Ici, on est normaux, dit Jules un soir, sous un ciel étoilé. Thomas l'attira contre lui. On l'a toujours été. C'est le monde qui est fou. Mais le passé, tenace comme une ombre, ressurgit sous forme de courrier officiel. Une lettre du ministère, offre de réintégration pour Thomas, avec avancement. Colonel en chef, poste à Paris. Il la montra à Jules, partagé entre fierté et crainte. Qu'en penses-tu? Le garçon pâlit, revoyant les menottes, les insultes. Paris, c'est la guerre. On a trouvé la paix ici. Thomas hocha la tête, déchirant la lettre. Tu as raison. La paix, c'est nous. Pourtant, un conflit plus intime couvait. Jules, encouragé par un ami artiste, exposa ses toiles à Marseille, portraits gais, crus et tendres, inspirés de leur histoire. La critique fut dithyrambique, un jeune prodige capture l'âme queer provençale, mais une toile attira l'attention, celle de Thomas, nu et fier, regard tourné vers l'horizon. Un collectionneur anonyme l'acheta, mais avec elle, la vie privée. Des rumeurs remontèrent, le colonel Demy est un modèle pour son amant. Thomas, stoïque en surface, bouillonnait intérieurement. Tu m'as exposé sans me demander, reprocha-t-il un soir, lors d'un dîner tendu. Jules, blessé, riposta, c'est de l'art, pas un scandale. Tu m'as caché ton réintégration, comme si j'étais un secret. La dispute s'enflamma, mots comme des flèches, Thomas accusant Jules d'imprudence, Jules reprochant à Thomas son contrôle maniaque. Ils dormirent dos à dos, le silence plus douloureux que les cris. Au matin, Jules fit ses valises. J'ai besoin d'espace. Juste une semaine, à Paris pour l'expo. Thomas, le cœur serré, ne l'arrêta pas, sois prudent. Je t'aime. La semaine s'étira en éternité. Thomas erra dans la villa vide, buvant du pastis sur la terrasse, revoyant le rire. Un appel de Jules, tardif, tout va bien. L'expo cartonne. Mais je te manque? Thomas, voix brisée, chaque seconde. Le garçon rentra plus tôt, train de nuit, et ils se retrouvèrent à la gare de Marseille, embrassade fiévreuse sous les néons. Plus de secrets, promit Jules. Plus d'expositions sans accord, répondit Thomas. Leur réconciliation fut ardente, corps et âme fusionnant dans la voiture, indifférents au monde. Hiver venu, la Provence se para de brumes mystiques. Ils adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Liberté, qui courait dans les champs d'oliviers. Thomas, libéré de ses chaînes militaires, écrivit ses mémoires, Un soldat arc-en-ciel, récit poignant de son coming out. Jules illustra le livre, ses traits graciles capturant l'essence de leur voyage. Lors du lancement à Aix, la salle était pleine, amis, critiques, même un général repentant. Vous avez changé l'armée, Leroux, dit-il en serrant la main de Thomas. Mais la trahison ultime frappa sans prévenir. Henri Moreau, libéré sous caution après un accord de plaidoirie, contacta Jules par lettre, Fiston, je suis en phase terminale. Cancer. Viens me voir, avant qu'il soit trop tard. Oublie ce colonel, reviens à la maison. Jules, déchiré, montra la lettre à Thomas. Je dois y aller. Pour clore le chapitre. Thomas, jaloux de ce fantôme paternel, acquiesça à contre-cœur. Vas-y. Mais reviens-moi. À Rouen, chez son père mourant, Jules affronta l'agonie, lit d'hôpital, tube et bip monotone. Henri, émacié, murmura, j'étais un con, fiston. Peur de moi-même. Pardonne-moi. Jules pleura, serrant la main ridée. Je pardonne. Mais ma vie est avec Thomas. Henri hocha faiblement la tête. Il t'aime bien. Mérite-le. Il mourut cette nuit-là, et Jules rentra à Provence, le cœur plus léger, mais hanté. Thomas l'attendait, un feu de cheminée crépitant. Comment ça s'est passé? Jules s'effondra dans ses bras. Paix. Enfin. Leur étreinte fut un baume, amour mature, forgé au feu des épreuves. Le printemps provençal fleurit comme une promesse tenue, amandier en neige rose, air embaumé de thym et de lavande. Thomas et Jules, ancrés dans leur villa, cultivaient non seulement un jardin, mais une vie. Liberté, le chien, bondissait dans les herbes hautes, tandis que Jules, installé comme artiste en résidence locale, enseignait des ateliers aux jeunes queers de la région où dessinait son âme, un succès retentissant. Thomas, consultant occasionnel, passait ses journées à lire, à randonner, à aimer.
t'es devenu un poète, taquinait Jules, et Thomas riait, grâce à toi. Pourtant, un dernier nuage assombrit leur ciel. Une lettre de l'armée appelle à témoigner dans un procès contre Duval, accusé de crimes haineux multiples. Thomas hésita, Jules insista, va. Pour tous ceux qu'il a brisés. À Paris, le tribunal fut un théâtre de vérité nue, victime témoignant, Duval blême dans le box, son rictus fané. Thomas, en civil impeccable, raconta leur histoire sans phare, l'interrogatoire, la moquerie, l'amour sauvé in extremis. Duval n'est pas un monstre isolé. Il est le symptôme d'une société qui tolère encore la haine. Le jury, ému, condamna l'inspecteur à 10 ans. Dehors, des militants acclamaient Thomas comme un héros. Rentré à Provence, il trouva Jules en train de peindre une fresque murale sur le garage, scène épique de leur premier baiser sous la pluie parisienne. Pour l'éternité, dit le garçon, taché de bleu. Thomas l'enlaça, maculant sa chemise. Et au-delà. L'été apporta une surprise, une grossesse? Non, mais une adoption. Inspirés par un couple d'amis, ils explorèrent l'idée d'accueillir un enfant, un garçon de 14 ans, orphelin d'un drame homophobe en Afrique, évacué en France. Baptisé Lucas, il arriva timide, yeux noirs emplis de méfiance. Thomas, avec sa patience militaire, l'initia au jardinage, Jules, à l'art. Les premiers mois furent chaotiques, nuits blanches, crises de rage, mais l'amour triompha. Lucas, un soir autour du dîner, murmura « Vous êtes ma famille ». Et ils pleurèrent, tous trois enlacés. Leur histoire se propagea comme une légende douce, article dans Le Monde sur le colonel et l'artiste, un amour qui change la France. Invités à des conférences, ils parlaient main dans la main, inspirant des milliers. Thomas, jadis prisonnier de son uniforme, devint ambassadeur officieux pour l'égalité dans l'armée. Jules exposa à New York un clin d'œil ironique au style américain qu'il admirait dans les films, cette audace romantique mêlée de drame. Un automne doux, ils se marièrent pas légalement encore, mais dans un cercle intime, sous un olivier centenaire. Veux échanger en français poétique, je te prends pour amant, frère, âme sœur. Dans la joie et la tourmente. La nuit de noces fut un feu sacré, corps unis sous les étoiles, rires et gémissements mêlés au chant des cigales. Des années passèrent, fluides comme le Rhône. Lucas grandit, devint un jeune homme fier, étudiant en droit pour défendre les opprimés. Thomas, grisonnant mais droit comme un i, écrivit un second livre, Amour au combat. Jules, célébré, peignit une série sur les amours interdits, vendus au musée. Leur villa devint un havre pour d'autres, retraite pour couples LGBT, atelier de guérison. Un soir d'hiver, vieux tous deux, Thomas 70 ans, Jules 50, ils s'assirent sur la terrasse, couverts de couvertures, regardant la mer au loin. On a gagné, hein, murmura Jules, la tête sur l'épaule de Thomas. Le colonel, main dans la sienne, répondit, pas gagné. Vécu. Et c'était beau. Liberté, chenus, ronflait à leurs pieds. Lucas, marié à son tour, appelait de Paris, tout va bien, papa. La mort vint doucement, pour Thomas d'abord, un cœur usé par les batailles, s'éteignant dans les bras de Jules. Je t'attends de l'autre côté, souffla-t-il. Jules, veuf, continua, expo, écrit, amour pour Lucas. Mais chaque crépuscule, il levait les yeux vers les étoiles, murmurant, mon colonel, mon amour. Et dans cette fin douce amère, leur histoire resta, un témoignage humain, que l'amour, même face à la moquerie et la trahison, triomphe par la tendresse. À Paris, dans une salle d'interrogatoire oubliée, un jeune flic relisait le dossier Le Roux-Moreau, et souriait, le monde changeait, un cœur à la fois.